Après, les clubs de Ligue 1 garderaient leurs joueurs, ce serait une des meilleures ligues. Ouais, mais toi, Quentin, quand tu dis ça, genre, tu penses que, tu penses que dans le football, il y a des centaines de personnes qui travaillent, des dizaines de joueurs, des dizaines de dirigeants, des milliers de joueurs. Tu penses, genre, il suffit de dire, bah, il suffit que les clubs gardent leurs joueurs pour que ce soit, genre, une formule qui fonctionne et que, genre, personne n'y a pensé, Zama. Genre, en vrai, quand je dis ça, c'est surtout dans le sens où, frérot, les clubs de Ligue 1, ils ont une nécessité de vendre. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont tous en négatif. Leurs masses salariales sont trop élevées. La France a une fiscalité qui est beaucoup moins avantageuse dans le sport qu'ailleurs. Rappelle que 1 million de salaire donné à un joueur, en Bundesliga, je crois que ça coûte 1 100 000. En France, ça coûte 1,8 million. Donc avec ce que je viens de dire, faites ça à l'échelle de tout un effectif. Et imaginez combien un club allemand, par exemple, est avantagé par rapport au club français. Et donc du coup, le club allemand, quand il arrive à la fin d'année, avec sa masse salariale, ben il est moins en déficit. Donc le club allemand, vu qu'il est moins en déficit, qu'est-ce qui se passe? Nicolas Pépé, la trivella. Le club allemand, vu qu'il est moins en déficit, qu'est-ce qui se passe? Ben il a moins besoin de vendre. Et voilà. Et vous faites la même chose avec les autres gros championnats devant. Oh là là, Nicolas Pépé encore. Nico Peps, hein. Oh joli. Putain, mais ce Villarreal là, sur le match, c'est tchatcheur. Hein. Ah, ça fait plaisir, Tartouchou. Après, en France, je sais que de temps en temps, il y a des conventions fiscales spéciales. Il y a déjà eu des... Genre comme par exemple la TVA dans la restauration, des machins, des trucs. Mais est-ce que si dans le sport, genre handball, basket, foot, ils baissaient les charges? Vraiment, on est dans le pays, dans fiscalité spéciale sport pour que les clubs de sport payent moins de charges et soient plus compétitifs en Europe. Qu'est-ce qui se passerait dans le pays? Sûrement, à votre avis. Voilà. Voilà. Parce que là, tout de suite, si tu appliquais les charges de la Bundes, si tu appliquais les charges de la Bundes ou de la Liga, enfin surtout de la Bundes, et de clubs dans le style au club français, la masse salariale de l'OL, la masse salariale de l'OM, de Monaco, de PSG, tout ce que tu veux, elle se diviserait de malade. Elle se diviserait de malade. Mais en même temps, comme l'a dit Mektoub dans le chat, ces charges-là, elles contribuent au budget de l'État et elles payent plein de choses. Elles payent le salaire de Bruno Retailleau, le coût de fonctionnement de l'Élysée, Brigitte Macron, et accessoirement les profs, les hôpitaux et tout. Mais, mais bon, c'est le budget de l'État, quoi. Monaco, il paye un peu moins cher. Mais bon. Putain, ce que tu racontes, Rakunban, ça donne envie de mourir. Hein. En appâtant des gros investisseurs, t'es aussi susceptible qu'ils mettent plus d'argent et donc contribuent plus. Ouais, possible. C'est aussi comme ça que la France a signé une convention fiscale avec le Qatar qui a permis aux Qataris d'investir en France de manière très avantageuse, tu vois. Mais bon. C'est quoi qui coûte cher pour les clubs français? Les salaires. Genre, il y avait une étude qui était sortie. Attends, je vais te montrer. Je cherche... Attends. Voilà, regardez. Un exemple concret de ce que je vous dis. Le poids des charges sociales et de la fiscalité sur le football français. Étude Première Ligue, nanana. Rappel sur les charges sociales en Europe. Comparaison des charges par pays, blablabla. Et on arrive rapidement à ce qui nous intéresse. Donc, tu as le salaire brut et donc la comparaison des charges patronales. Ensuite, comparaison des charges patronales. Donc, du coup, avec un salaire brut... 1,8 million, 2,4 millions, 2 millions, et surtout, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est même pas que les charges patronales, c'est le global ratio des charges patronales totales de tous les championnats. Bon,
On est à 30%. Regardez la Liga, regardez la Bundes. 0,8, 0,7, 2,5. Première Ligue, 13%. Nous, on est à 28%. Donc, par rapport à une masse salariale brute, d'accord. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, comparaison entre les clubs français et les clubs des ligues européennes, comparaison en charge patronale. En charge patronale, Angers, avec 5,2 millions, payait plus que additionné le Barça, le Real Madrid, la Juve. Et en réalité, quand tu faisais ça, certains clubs de Ligue 1 payaient plus que, par exemple, Saint-Etienne payait plus de charges patronales que toute la Bundesliga réunie. Les 18 clubs. L'OL paye plus de charges patronales que toute la Serie A additionnée. L'OM payait plus de charges sociales que toute la Liga et la Bundes additionnée. On peut continuer, hein? On peut continuer. C'est une étude qui date de 2017 et tout, tu vois, donc il jouait encore. Mais tu vois, Gianluigi Buffon, salaire annuel brut estimé, 7 300 000. Estimation du coût annuel des charges patronales pour le club, donc en Italie, 35 000 balles. S'il était payé en France, 2,2 millions. Ramos, 20 millions de salaire annuel, 15 000 de charges patronales pour le Real Madrid, 6 millions 2 s'il était en France. Marcelo était payé 10 millions, 16 000 le Real payait de charges patronales, 3,1 millions s'il était en France. Eden Hazard, 18,2 millions, 370 000 de charges patronales pour Chelsea, 5,5 millions s'il était en France. Cristiano Ronaldo, 50 millions, 15 000 le Real Madrid, 15 millions s'il était en France. Et donc, quel impact sur la compétitivité? Bon, bah voilà, hein, les joueurs expatriés. Et donc, quel impact sur la compétitivité économique, revenus par championnat hors transfert? Bon, bah, je vous fais pas un dessin. Hein. Et après, quand tu regardes le bilan, comparaison des taux de charges patronales en pourcentage, bon, bah, la France à 42,5% et bien au-dessus de ce que je vous disais, l'Allemagne et compagnie. Genre, et donc, voilà, là, c'est très intéressant. Et c'est l'exemple concret de ce que je vous donnais, parce qu'il n'y a pas que les charges patronales, il y a de tout, d'accord? Il y a aussi une partie impôt, machin, nanan. Mais grosso modo, pour un salaire brut annuel à 1,8 million, en France, tout additionné, tu vas payer 3,6 millions. En PL, 3 millions. En Italie, 2,7. Bundesliga, 2,6. Espagne, 2,6. Avec une part impôt sur le revenu. Et encore impôt sur le revenu, je pense que logiquement, ça doit arriver au joueur, d'accord? C'est le joueur qui doit payer. Mais je pense que si on enlève la part impôt sur le revenu, vu que c'est le joueur qui paye, et encore, ça dépend. Par exemple, au PSG, ils proposaient des contrats où ils payaient aussi les impôts sur le revenu de leurs joueurs. Mais en gros, si on enlève ça, genre, on monte à 1,8, t'es à 2,6 millions en France, t'es à 2,1 à peu près en Royaume-Uni, 1,8 en Italie. Et donc, vous faites ça sur un joueur. Merci à Love Dortmund. Vous faites ça sur un joueur. Maintenant, imaginez sur tout un effectif. Et au-delà de tout l'effectif, imaginez ensuite sur tout le reste des employés du club. Et donc, voilà. Mais après, on peut voir le verre de l'autre côté, tu vois. Genre, on peut se dire que nous, la France, on a la fiscalité qu'on a, mais elle permet aussi de choper plus de revenus. Et au final, c'est ailleurs où, entre guillemets, c'est pas normal parce que les contribuables anglais, italiens, allemands, espagnols, en gros, touchent moins d'argent, ou en tout cas, le budget de l'État est impacté juste pour payer des gros salaires à des footballeurs. Genre, on peut voir ça à l'inverse aussi, tu vois. Après, on peut aussi se dire que le foot fait peut-être rayonner indirectement le pays. Je sais pas, tu vois. Genre, en gros, on peut voir ça de plein de manières. Et après, derrière, donc imaginez à l'échelle du football, les clubs se font concurrence de cette manière. Maintenant, imaginez ce que c'est à l'échelle de l'Union européenne, quand des pays se font la concurrence les uns les autres dans une zone de marché libre. Qu'est-ce qu'ils font les uns les autres au fur et à mesure? Oh! Eh ben, ils se font concurrence sur la fiscalité, sur les lois du travail, sur le coût du travail, sur plein de trucs. Et c'est à qui paupérise et, en gros, libéralise le plus vite son marché pour pouvoir grappiller les parts du voisin. Toutes les réformes, par exemple, de lois de travail, etc., que vous avez pu voir passer en France entre 2010 et 2020, vous savez qui les a fait avant nous? Bah, c'est les Allemands. Eux, ils l'ont fait en 2003 et 2005. Qu'est-ce que ça a fait? Donc, ça s'appelle les lois Hartz. En 4, il y a eu 4 lois Hartz. Allez regarder ce qu'il y a dans les lois Hartz. L'Allemagne a construit tout son tissu énergétique, industriel, sur de l'énergie pas chère du gaz russe.
sur des lois de travail qui ont rendu les salariés allemands très très vulnérables. Et les pays, par exemple, comme la France, l'Espagne, l'Italie, qui possédaient des systèmes sociaux beaucoup plus, voilà, on va dire un peu plus généreux, peut-être, on va dire, bah du coup, ça les a vraiment tués. Enfin, ça nous a tués. C'est ce qui a fait que l'Allemagne, au début des années 2010, à la crise de l'euro, eux, ils étaient au top. C'était la Troïka, l'Allemagne, les Pays-Bas, ils étaient là, oui, gestion budgétaire, nanana, parce qu'ils avaient le beau rôle, tu vois, ils avaient chopé des parts de marché à tout le monde. Et les pays au début de la crise de l'euro, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, ils en ont énormément souffert parce qu'ils se sont fait pris un tissu industriel énorme. Et après, derrière, en Irlande, par exemple, eux, ils ont pris une fiscalité hyper avantageuse pour les entreprises et les Irlandais en bénéficient. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils font, toutes les grosses entreprises qui viennent commercer en UE? Bah, ils font tous des montages fiscaux pour payer leurs impôts en Irlande. Donc on est dans une union avec des pays qui permettent à d'autres de travailler, faire des revenus en France, puis payer des impôts plus bas en Irlande. Vous en pensez quoi de ça? C'est pas très juste, non? Non? Je sais pas, hein, moi je mets des pistes, quoi, je dis des choses, non? Et après, bon, bah l'avantage de tout ça, c'est que chez des pays qui étaient pauvres et dont le coût du travail était faible, bah eux, ils ont réussi à choper des parts des pays qui étaient plus riches et ils ont réussi à augmenter leur niveau de vie et à devenir des pays beaucoup plus développés comme ça. La Pologne, il y a 20 ans, c'était misérable. Enfin, j'abuse en disant misérable, mais vous avez capté. Et 20 ans plus tard, actuellement, le niveau de vie en Pologne est hyper haut. Parce que la Pologne, ils s'en battent les couilles de l'écologie. Eux, leur énergie, c'est que du charbon. Ils en ont rien à foutre, les mecs. Et à côté de ça, ils ont chopé tout un tissu industriel des pays comme la France, des pays comme l'Italie, comme l'Espagne, comme tout ce que tu veux. Ils ont chopé des parts de marché monstrueuses comme ça. République tchèque, pareil. Roumanie, pareil, et ainsi de suite. Mais bon, après, du coup, on pourrait se dire que dans notre conception européenne, ça va peut-être frapper la France, mais on peut être content pour les Polonais. Et les autres, peut-être, je sais pas. Vous me dites si vous êtes content. Bon, on en rigole, mais au-delà de ça. Voilà pour la fiscalité du foot. Et donc, du coup, même si les clubs français doivent mieux travailler, blablabla, bref, c'est bon, vous connaissez, on joue pas avec les mêmes armes. On joue pas avec les mêmes armes que nos amis européens. Et ça, c'est aussi important de le dire, tu vois. Il y avait du coup tu vois, Angers paye 13 fois plus de charges que le Real Madrid, tu vois. 2019, c'était à cette époque-là que ce truc-là était sorti. Anecdote, là-bas, c'est tellement charbonné que dans un village, l'hiver, quand tu respires, tu sens le froid plus une teinte de charbon. C'est intéressant. Bref, je vous laisse le lien de ce truc.